Le ciel avait cette lueur qu'on ne voit que par un clair samedi soir de printemps. Juste assez de soleil pour faire briller les vitres du Grand History Hotel comme de l'argent poli. Je me souviens avoir regardé mon reflet dans la vitre de la voiture avant de sortir. Ma cravate était droite, les coutures de mon costume bleu marine étaient repassées, mes chaussures polies pour un brillant discret. Dans la poche intérieure de ma veste, rangée dans un écrin de velours, se trouvait la montre de famille ROR, en acier brossé, avec un cadran cerclé d'or et des chiffres romains. Elle avait appartenu à mon grand-père. Il l'avait transmise à mon père, qui me l'avait transmise. Et aujourd'hui, j'allais la transmettre à Belle, ma fille. Mon battement de cœur, ma raison d'être. Je m'approchai de la porte d'entrée d'un pas assuré, me demandant comment je pourrais la lui remettre. Un morceau de notre histoire, dirais-je, ou peut-être juste pour ton prochain chapitre. Je n'en étais pas sûr. Il m'avait fallu des jours pour me décider à la lui apporter. Je voulais que ce moment soit parfait, spécial, indéniable. J'imaginais son sourire quand elle la verrait. Un jeune ouvreur, en gilet noir et oreillettes, se tenait à la table des invités. Il paraissait avoir 22 ans, un peu trop impatient. Il m'a demandé mon nom et je l'ai proposé sans hésiter. Malcolm Rohr. Il a jeté un coup d'œil à sa tablette, ses doigts parcourant une liste numérique avec cette efficacité ennuyée qui m'a soudain fait prendre conscience de l'importance du moment. Puis il a froncé les sourcils, a tapé de nouveau quelque chose et a levé les yeux avec cette panique polie de quelqu'un sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Je suis désolé, monsieur. Votre nom n'est pas là. J'ai souri légèrement, pensant qu'il s'agissait d'une faute de frappe. Il devrait s'agir de Malcolm Rohr, le père de la mariée. Il a regardé de nouveau. Il y a une Madame Charis ROR et un invité, mais pas de Malcolm Rohr. Êtes-vous sûr d'avoir répondu? J'ai ri, essayant de jouer la carte de la décontraction, même si le souffle s'est soudainement resserré dans ma poitrine. J'ai payé pour l'événement. Croyez-moi, j'ai répondu. Et c'est là que j'entendis le claquement de ses talons, des perles se balançant doucement à sa clavicule, un châle de satin blanc sur ses épaules comme si elle sortait tout droit d'un magazine lifestyle. Charis, ma femme pour l'instant, s'approcha d'un pas nonchalant, me scrutant du regard comme si j'étais un objet qu'elle aurait oublié de jeter du réfrigérateur. Son rouge à lèvres était rouge, mais son sourire était plus froid que tout ce que l'ouvreuse aurait pu me délivrer. « Vous pensiez vraiment être invité ?» dit-elle en inclinant la tête. « Les étrangers ne sont pas admis. » Je clignai des yeux, non pas parce que je ne l'entendais pas, mais parce que les mots résonnèrent trop vite, trop fort dans le silence qui nous séparait. L'ouvreuse remua maladroitement, regardant n'importe où sauf moi. Charis lui adressa un hochement de tête comme pour dire « c'est réglé », et se tourna vers la grande salle de bal, sa traîne flottant dans le vent comme si elle avait son propre ego. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas bougé. « Excusez-moi, monsieur, dit l'ouvreuse, la voix tendue par les excuses. Je vais devoir vous demander de vous écarter. » Je reculai lentement, non pas loin de l'hôtel, mais loin de la version de moi-même qui se croyait encore à sa place. Je jetai un coup d'œil à la montre que je tenais à la main. Le boîtier en velours me semblait plus petit maintenant, comme une erreur que je n'étais pas censé porter ici. De l'intérieur, j'entendais les cordes douces du quatuor s'accorder. Le rire des flûtes à champagne s'entrechoquait. Ma fille était là. La petite fille qui autrefois portait mes chaussettes comme des gants et m'appelait papa à travers ses dents de devant manquantes. La même fille à qui j'avais appris à faire du vélo et que j'avais récupéré à chaque soirée pyjama. Celle qui me demandait de lui tresser les cheveux au collège quand sa mère était trop occupée pour s'en occuper. J'avais élevé Belle comme si elle était de mon sang. Mieux que du sang. J'étais là pour chaque étape importante. J'avais payé son appareil dentaire, ses chaussons de danse, les meubles de sa résidence universitaire. C'était moi qui veillais avec elle pour l'aider à réviser ses dissertations. Même le lendemain matin, quand j'avais du travail, c'est moi qui l'ai tenue dans mes bras lorsqu'elle a sangloté après qu'Anthony, son père biologique, lui ait envoyé une carte d'anniversaire vierge à 16 ans. Elle l'a déchirée et a pleuré dans mon t-shirt. Je me souviens lui avoir dit, je ne vais nulle part. Et je ne l'ai pas fait jusqu'à ce soir. Parce que Charis n'était pas seulement mesquine. Ce n'était pas un moment de cruauté. Tout avait été planifié, orchestré. Elle ne m'avait pas oublié de la liste des invités. Elle m'avait complètement effacé de l'histoire. Je me suis retourné un instant à travers les hautes portes vitrées où les lustres en cristal scintillaient comme un feu emprisonné dans la glace. Quelque part dans cette salle de bal, Belle était en train d'être grillée et tournoyée.
Quelque part là-dedans, quelqu'un d'autre était probablement en train d'entrer dans l'espace que j'avais occupé pendant 26 ans. J'ai remis la montre dans la poche de ma veste. Non pas par désir de la garder, mais parce qu'elle n'appartenait à personne qui me considérait comme un étranger. Une vallée est passée devant moi, me remarquant à peine. J'ai alors réalisé que j'étais devenu invisible. Chers ne me voyait pas belle. Peut-être qu'elle non plus. J'ai sorti mon téléphone, envisagé d'appeler Belle juste pour entendre sa voix, juste pour être sûr qu'elle le sache, mais je me suis retenu. Si elle me voulait là, si elle me voulait vraiment, elle aurait remarqué que mon nom manquait. Je suis retourné lentement à ma voiture, ni en colère, ni brisé, quelque chose de plus calme que ça, quelque chose de définitif. Le moteur a ronronné, mais je n'ai pas démarré tout de suite. Je suis resté assis là, laissant le silence remplir les fissures. Je n'étais plus Malcolm Rohr, le mari de Charis, le père de la mariée. J'étais autre chose maintenant, quelque chose entre le souvenir et le mythe. Ils avaient décidé que je n'avais pas ma place. Alors maintenant, j'allais leur montrer ce que signifiait vraiment disparaître. Je pensais que l'amour se construisait comme une maison, les fondations d'abord, brique par brique, scellées de promesses et peintes de souvenirs partagés. Pendant 26 ans, Charis et moi avons vécu dans ce que je croyais être un foyer. Il y avait des rires sur les murs, des plans dans les tiroirs et de la poussière dans les coins, fruits d'années de vie comme les vraies personnes. Désordonnées, pleines d'espoir, imparfaites. Mais entre les anniversaires et les disputes nocturnes, la peinture s'est craquelée, et je n'ai pas remarqué à quel point je m'étais effacé jusqu'au soir où elle m'a traité d'inconnu. Charis n'avait pas toujours été cruelle. Il fut un temps où elle s'illuminait dès que je franchissais la porte. Nous nous sommes rencontrés dans un bar de jazz de Clark Street, un petit endroit enfumé où le saxophone ne s'arrêtait jamais et les cocktails toujours trop forts. Elle portait une robe portefeuille bleu marine, riait avec une amie, et je me souviens avoir pensé que je construirais quelque chose avec elle. Elle avait cette présence, vive, élégante, intouchable. J'ignorais alors à quel point ce dernier mot serait prophétique. Quand nous nous sommes mariés, Belle avait à peine 3 ans, une petite boule de bouclée de questions. Son père, Anthony, avait disparu comme du vin renversé, rapide et taché. Aucune explication, aucun au revoir, juste parti. Je n'ai jamais essayé de prendre sa place. J'étais juste là, et je continuais à l'être. C'est moi qui lui chantais des berceuses, qui lui apprenais à lasser ses chaussures, qui veillait toute la nuit pour l'aider à construire ce volcan tordu de l'expo-science en CM2. On sculptait des citrouilles ensemble, on dansait dans la cuisine sur de vieux disques de soul. J'ai regardé la Reine des Neiges plus de fois que je ne veux l'admettre, juste pour l'entendre rire. C'était notre rythme, notre complicité tranquille. Elle m'appelait « Papa » sans qu'on ait besoin qu'on le lui demande. Je n'avais jamais eu besoin de plus. Les gens me disaient que j'avais de la chance que Charis m'ait laissé entrer dans leur vie. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que je n'avais pas demandé à entrer. J'avais construit ce foutu escalier qui menait à la porte. J'étais là quand Anthony ne l'était pas. Je restais quand personne d'autre ne l'était. J'aimais sa fille quand c'était gênant, quand c'était épuisant, quand c'était dur. Et quelque part, ça devenait invisible. Ça n'a pas toujours été comme ça. Même il y a 5 ans, on se sentait encore comme une famille. Belle m'envoyait des photos de choses qui lui rappelaient nos blagues. Elle m'appelait pour me demander conseil. Papa, est-ce que je devais faire le stage ou terminer le semestre? Ou bien, papa, quel bon vin apporter à dîner avec les parents de Marcus? Et Marcus. C'était un homme bien. Il l'est toujours. Pour autant que je sache, il me serrait toujours la main avec les siennes. Il s'adressait toujours à moi avec respect. Je pensais qu'il me voyait. Je pensais qu'ils me voyaient tous. Mais Charis, elle, a changé. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé. Peut-être quand Belle est entrée à l'université et que Chérès a senti qu'elle devait reprendre le contrôle. Peut-être était-ce du ressentiment. Je gagnais plus qu'elle. Je gérais les factures, payais la maison, construisais ma retraite. Je ne lui ai jamais fait porter le chapeau, mais peut-être qu'elle le faisait porter au mien en secret. Ou peut-être était-ce Anthony. Il est réapparu brièvement quand Belle avait 20 ans. Une carte d'anniversaire sans conviction et une promesse de renouer. Je me souviens avoir trouvé l'enveloppe à la poubelle. Elle l'avait jetée sans la lire. Du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Mais après ça, quelque chose a changé.
Charisse a commencé à dire des choses comme « Tu sais qu'elle n'est pas à toi, n'est-ce pas ?» Pas par colère. En passant, comme une blague poignardée. Je haussais les épaules, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que si je réagissais, ce serait vrai, et je n'étais pas prête à ce que ce soit vrai. Alors, je l'ai enterré. Puis est venue la réécriture. Soudain, lors des réunions de famille, Charisse racontait des histoires où j'étais absente, où le nom d'Anony se glissait comme s'il avait été là pour le premier récital, le premier cœur brisé. J'étais assise à ces tables à écouter l'histoire se faire corriger en temps réel. Et Belle, elle ne la corrigeait pas. C'est ce qui me faisait le plus signe de tête. Peut-être qu'elle ne l'avait pas remarqué. Ou peut-être que le silence était plus facile. Je me disais que ce n'était que des mots. Je me disais que l'amour se prouve par l'action. Mais l'amour sans reconnaissance. C'est comme ça qu'on devient un fantôme. Quand Belle a commencé à organiser le mariage, j'étais partante. J'ai proposé de couvrir les frais. Non pas par nécessité, mais par envie. Un geste d'amour. J'ai rencontré le fleuriste, visité les lieux, même coordonné le traiteur. Charisse n'a pas objecté, pas directement. Elle a juste commencé à avoir des conversations parallèles. Des choses dont je n'étais pas au courant. Des réunions dont j'ai entendu parler après coup. Les invitations ont été envoyées et quand j'ai demandé à les voir, elle a fait un signe de la main et m'a dit « c'est réglé ». Et puis cette nuit au Grand History est arrivée, je n'arrête pas de revivre ce moment. Ces mots, la façon dont ses lèvres se sont retroussées autour de Stranger comme si c'était répété, comme si elle l'avait gardé pour ce moment précis, le coup de grâce. Peu importait que j'ai payé la salle, que j'ai acheté sa première voiture à Belle, que je sois resté éveillé toute la nuit à son chevet pendant sa grippe du lycée. Peu importait que ce soit moi qui ai pleuré après son refus d'entrer en Colombie. Tout s'est évanoui en quelques secondes. Je suis rentré chez moi après avoir quitté l'hôtel, les mains fermement sur le volant, mais l'esprit brouillé. J'ai croisé des lieux que nous partagions autrefois. Notre café préféré, le parc où Belle a appris à patiner, la librairie où Charisse et moi feuilletions des poèmes que nous n'avions jamais achetés. Tout cela ressemblait à des pièces de musée, figées, observées, intouchables. Ce soir-là, je me suis retrouvé dans la cuisine, cravate dénouée, manches retroussées. Je me suis servi un verre et j'ai contemplé la chaise vide où je lisais le journal, le couloir où Belle courait pour les Hawks. J'étais toujours dans la maison que j'avais payée, mais elle ne me semblait plus mienne. Ce n'était plus que des murs, maintenant. Un endroit où ma mémoire avait été chassée. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je ne faisais plus partie de leur avenir. Et peut-être que je n'y étais plus depuis un moment. 2 soirs avant le mariage, je me suis retrouvé dans la cuisine à couper des oignons pour un sauté que personne n'avait demandé, essayant d'ignorer le silence qui s'était installé dans la maison comme de la moisissure. J'en avais préparé pour 3, moi, Chérès et Belle. Mais une seule assiette a été touchée. Charisse était dans la chambre d'amis, porte fermée, et Belle était bien quelque part. Elle n'avait pas répondu à mes SMS depuis 3 jours. Le dernier message que j'ai envoyé était simple. J'ai hâte d'être au dîner de répétition. Préviens-moi de l'heure. Scène. Pas de réponse. J'ai fixé le téléphone sur le comptoir, espérant qu'il vibre. Il n'a pas vibré. Le lendemain matin, je me brossais les dents quand Charisse est apparue dans le miroir derrière moi, ajustant ses boucles d'oreilles comme si je n'étais même pas là. Sa voix était douce mais pointue comme un scalpel dans une pochette de velours. Tu n'es pas obligé de venir au dîner de répétition. J'ai marqué une pause en plein brossage. Quoi? C'est juste pour les filles, a-t-elle dit comme si ça expliquait tout et sa vraie famille. Ma main a ralenti. Je me suis rincé la bouche. Je pensais que la répétition était pour toute la noce. Elle a souri en coin et s'est tapoté les cheveux. Tu sais comment les traditions évoluent. J'ai ri. Un bref aboiement de surprise s'échappa sans permission. Une vraie famille, dis-je. Tu es sérieuse? Elle ne répondit pas. Elle sortit simplement, ses talons claquant sur le carrelage, son parfum flottant dans l'air comme le dernier mot d'une dispute à laquelle je n'avais pas participé. Cette phrase résonna plus fort que ses pas, une vraie famille, comme si j'étais un remplaçant qui avait abusé de son hospitalité, un figurant dans une vie que j'avais contribué à scénariser. J'essayais de ne pas le laisser faire. Je me disais qu'elle était stressée, que ce mariage avait eu des conséquences néfastes sur tout le monde. Mais je n'étais pas aveugle. J'en voyais les signes.
J'espérais juste que Belle ne se laisserait pas faire. Mais l'espoir peut être dangereux quand il se transforme en déni. Ce soir-là, j'étais assis sur la véranda, une bière dans une main et le programme du mariage dans l'autre. Je l'avais imprimé des semaines auparavant, avec un code couleur, chaque détail planifié comme une campagne. C'était comme ça que je fonctionnais. J'étais toujours le planificateur, l'organisateur, l'homme sur qui on comptait pour faire avancer les choses. Je l'ai feuilleté à nouveau, essayant de comprendre les nouvelles règles qui s'inscrivaient autour de moi. Mon téléphone a finalement lâché. C'était Belle. On se verra au mariage, papa. C'était ça. Non, désolé. Aucune explication. Juste ces 9 mots. Et ce mot, papa, m'a frappé comme une vague et un coup de poignard à la fois. Je suis resté là, les yeux fixés sur l'écran, longtemps après qu'il soit devenu noir. Je voulais croire que ce mot avait encore un sens, qu'elle le pensait. Mais plus je le repassais dans ma tête, plus cela me semblait une formalité, une commodité, un marque-page dans une histoire qu'elle était déjà en train de réécrire. Je sentais cela se produire page après page. J'ai repensé au soir où Marcus l'avait demandé en mariage. Elle m'avait appelé en premier. Moi, pas Charis, pas sa meilleure amie. Moi. Je me souviens de sa voix qui vibrait dans le téléphone, étourdie et lumineuse. Papa, il l'a fait. Sur la grande roue, comme je l'ai dit, j'ai toujours voulu. J'ai pleuré. Non pas parce que je la perdais, mais parce qu'elle me voyait encore. Parce qu'elle m'avait laissé entrer. On a discuté 1 heure ce soir-là. Elle avait même plaisanté sur le fait que Marcus était trop nerveux pour me demander la permission. Il se rattrapera. Je te le promets, avait-elle dit. Et il avait essayé à sa manière. Marcus était poli. Trop poli peut-être. Le genre d'homme qui envoie des cartes de remerciement manuscrites mais qui ne me regarde jamais droit dans les yeux quand les choses deviennent difficiles. Il me remerciait toujours pour l'aide, le financement, le soutien. Mais sa famille, ses parents, ne s'étaient jamais sentis à l'aise avec moi. C'étaient des gens de la vieille école, de la haute société, qui organisaient des garden parties et portaient le jugement comme de l'eau de Cologne. Chaque interaction avec eux ressemblait à un entretien d'embauche que je n'avais pas eu. Au dîner de fiançailles, la mère de Marcus s'était penchée vers Charis et avait dit « Je suis si heureuse que Belle se fasse accompagner par son père jusqu'à l'hôtel. » C'est symbolique, tu sais. Charis ne l'avait pas corrigé. J'avais ravalé ma colère comme j'avais ravalé tant de choses ce soir-là. Pourtant, j'avais souri. J'avais porté le toast. J'ai payé la facture, car je crois que l'amour ne se résume pas à être remercié. Il s'agit d'être présent. Et Dieu sait que j'étais présent même quand la pièce était froide. Même quand je sentais mon nom disparaître lentement de l'histoire comme l'encre qui s'estompe sur un reçu oublié. 2 soirs avant le mariage, je me suis surpris à relire de vieux messages de Belle. Ceux qui disaient « Merci pour tout ». Ceux avec des cœurs et des points d'exclamation. Il y en avait un de sa première année de fac. Tes crêpes me manquaient. Je t'aime, papa. Je l'ai gardé. Je le garde toujours. Ce soir-là, au lieu du dîner de répétition, je suis allé au lac. Celui où je l'emmenais pêcher quand elle était petite. Elle ne se souciait jamais des poissons. Elle aimait le bruit de l'eau. Elle jetait des miettes de pain au canard et demandait pourquoi il n'était jamais rassasié. Je me suis assis seul sur ce même banc, tandis que le soleil disparaissait derrière les collines. Et je me suis demandé comment nous en étions arrivés là. Comment un homme pouvait-il tout donner, temps, argent, affection, années, et pourtant se retrouver sans invitation à un moment qu'il avait contribué à créer? Je n'ai pas pleuré. Je ne le fais pas facilement. Mais j'ai senti un creux se creuser dans ma poitrine. Une sorte de chagrin silencieux. Le genre qui ne s'annonce pas par des sanglots, mais qui s'installe profondément et change la façon dont on se comporte. Quand je suis rentré, Charis était déjà au lit. Son téléphone était éclairé par des SMS groupés et des notifications. Je suis resté un moment sur le pas de la porte, à la regarder défiler, riant d'un message. Pas une seule fois elle n'a levé les yeux. J'avais envie de lui demander pourquoi. J'avais envie de lui demander quand j'avais cessé de faire partie de sa définition de la famille. Mais je savais qu'elle ne répondrait pas avec quelque chose de concret. Alors, je me suis retourné, j'ai traversé le couloir jusqu'à mon bureau et j'ai fermé la porte. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai verrouillée.
L'enveloppe était posée sur le plan de travail de la cuisine, un doux carré ivoire qui brillait presque sous la lumière matinale. Je me souviens de la façon dont il a attiré mon regard tandis que je versais du café légèrement incliné, juste assez pour laisser apparaître le gaufrage doré dans le coin. Grand Atoria Hotel, service mariage. Je l'ai attrapé, m'attendant à y voir mon nom. Une partie de moi a même souri, pensant, enfin, l'invitation officielle, la confirmation que j'attendais. J'ai glissé un doigt sous le rabat, en prenant soin de ne pas le déchirer. J'étais quelqu'un qui croyait encore à l'ordre, surtout pour les choses censées être sacrées. Mais lorsque j'ai sorti l'invitation, mon sourire n'a même pas eu le temps de disparaître. Il s'est effondré instantanément. Madame Charis, ROR et un invité. Pas de monsieur, pas de Malcolm, pas de père de la mariée. Juste ma femme, si tant est qu'elle soit encore là, et un simple plus un remplaçant, comme si la personne qu'elle avait amenée comptait plus que moi. Je l'ai fixé longuement, clignant des yeux une fois, deux fois, puis une fois, essayant d'y trouver une logique. C'était peut-être un oubli, une erreur de formatage, une de ces erreurs qui arrivent quand on laisse un fournisseur gérer les choses en mode automatique. Mais même en me le disant, je savais que ce n'était pas le cas. L'écriture sur l'enveloppe extérieure m'était familière. Les élégantes boucles de Shears. Elle les avait toutes adressées elle-même. Je les retournai dans mes mains, puis j'ai regardé la pile d'autres enveloppes dans un coin. Charis les avait laissées sur la crédence près de la porte quelques jours auparavant. Elle disait qu'elle partirait avec le courrier. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Je le fais maintenant, car je me souviens de qui les avait reçues. Sa cousine Trina, notre voisine, et même Wendy, de son cours de yoga. Chacune avec son adresse complète. M et Madame So, nom complet, respect absolu. J'ai ouvert le tiroir à côté du réfrigérateur et j'ai sorti la liste que j'avais contribué à rédiger, la feuille de calcul des invités sur laquelle nous avions travaillé ensemble autour d'un verre de vin un soir 6 mois plus tôt. Mon nom y était inscrit. Puis je l'ai tapé moi-même. J'ai parcouru la colonne à nouveau. Il y avait Charis ROR à côté de son invité. Le champ où mon nom figurait avait été effacé. Ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Je m'assis à la table, l'invitation devant moi, comme si elle allait finir par me revenir en guise d'explication. Le café refroidi à côté de moi, intact. J'envisageais d'entrer dans la chambre pour la confronter. Mais que dirais-je qui n'ait pas déjà été ignoré? Quelle réponse pourrait-elle bien m'offrir sans nous insulter tous les deux? Au lieu de cela, je sortis à nouveau l'écrin de velours contenant la montre-bracelet, l'ouvris, la refermai, passai mon pouce sur le cadran doré. Ce n'était pas juste une montre. C'était de l'histoire. Mon père la portait à ma remise de diplôme. Mon grand-père la portait à son pot de départ à la retraite. Elle avait été transmise, pas achetée, donnée, pas méritée. Je l'avais gardée en attente d'un moment important. Et c'était une supposition. Au lieu de cela, je sortis à nouveau l'écrin de velours contenant la montre-bracelet. L'ouvris, la refermai, passai mon pouce sur le cadran doré. Ce n'était pas juste une montre. C'était de l'histoire. Mon père la portait à ma remise de diplôme. Mon grand-père l'avait portée à son pot de départ à la retraite. Il avait été transmis, pas acheté, donné, pas gagné. Je l'avais gardé en attendant le moment crucial. Et c'était censé être le cas. Le mariage de Belle. Le jour où je lui transmettrais plus qu'un simple bibelot. Le jour où je lui rappellerais d'où elle venait, mais c'était clair maintenant. Je ne faisais pas partie de son destin. J'entendais encore sa voix dans ma mémoire, un an plus tôt. Tu vas m'accompagner jusqu'à l'hôtel, n'est-ce pas, papa? Elle l'avait dit en mélangeant du sucre dans son café. Avec désinvolture, comme si elle me demandait si je pouvais aller au pressing. Mais ce moment signifiait tout pour moi. J'avais hoché la tête, incapable de parler tant l'émotion me remontait à la gorge. Maintenant, je me demandais si elle se souvenait seulement de l'avoir dit. Plus tard dans l'après-midi, Charis traversa la maison comme si de rien n'était. Elle portait une robe corail qui effleurait ses genoux et des sandales qui claquaient légèrement sur le parquet. Elle fredonnait un air en passant d'une pièce à l'autre, jetant les clés, vérifiant son rouge à lèvres, répondant au texto. Je restais assise, tenant l'enveloppe comme si c'était une blessure. Tu as mal adressé ça, dis-je. Elle s'arrêta près de la porte, penchant la tête. Quoi? Le faire-part de mariage. Il est écrit Charis ROR et invité.
Elle sourit un peu trop vite. Tu vis ici. Pourquoi as-tu besoin d'un faire-part? Tout le monde en a reçu un avec son nom. Même Wendy. Sherès haussa les épaules, attrapa son sac à main et le jeta sur son épaule. Ce n'est pas grave, Malcolm. Pour moi, si, dis-je d'une voix plus basse. Elle me regarda alors. Vraiment. Son expression changea légèrement. Pas de culpabilité, pas même d'attitude défensive, juste ce calme posé et pratiqué qu'elle arborait quand elle en avait assez. Ne ramène pas ça à toi, dit-elle doucement et sèchement. C'est le jour de Belle. Je la regardai partir, la porte se refermant derrière elle avec un cliquetis de ponctuation. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas censé faire partie de ce chapitre. J'étais en train d'être effacé et l'encre avait déjà séché. Je suis entré dans le bureau et j'ai ouvert le placard où nous conservions nos vieilles photos. Il y en avait une en particulier que je cherchais. Belle à 10 ans, assise sur mes épaules à la foire d'État. Son visage peint comme un papillon, ma main tenant ses jambes pour la stabiliser. Nous rions toutes les deux. Une joie immense et spontanée. J'avais gardé cette photo encadrée sur mon bureau pendant des années. Mais quand j'ai atteint l'étagère, elle n'était plus là. J'ai cherché la suivante, puis la bibliothèque, puis la table basse près du canapé. Disparu. D'autres photos étaient restées. Des photos partagées avec ses amis de fac. Belle a un récital de piano avec sa mère, mais j'avais disparu des cadres comme si quelqu'un m'avait effacé à la main. Je me suis rassise sur le canapé et j'ai réfléchi. On pense que la pire chose que quelqu'un puisse faire est de vous quitter, mais ce n'est pas vrai. Le pire, c'est d'être entouré de gens qui vous gardent physiquement près de vous par commodité ou par inertie, mais qui vous effacent discrètement de tout ce qui compte. C'est une forme de solitude plus profonde, une trahison plus humiliante. J'ai plié l'invitation soigneusement et l'ai remise dans l'enveloppe. Puis je l'ai glissée dans le tiroir où je gardais mon double des clés de la maison et mon chéquier. Non pas que je comptais la garder pour toujours, mais parce que je voulais me souvenir du moment précis où tout est devenu indéniable. Il ne me laissait pas simplement à l'écart de la répétition. Il n'oubliait pas un nom sur un bout de papier. Il réécrivait l'histoire et je n'en faisais plus partie. Quand j'ai raconté à Miles ce qui s'était passé, il a failli renverser son café. Nous étions à notre endroit habituel, un petit café près de son bureau, le genre d'endroit où les tasses sont dépareillées et où les habitués parlent comme des membres de la famille. Je n'avais pas prévu de le lui dire. Honnêtement, je n'avais prévu de le dire à personne, mais les mots m'ont échappé comme une confession. Ils m'ont refusé l'entrée, presque honteux. Miles, je n'étais pas sur la liste des invités. Il m'a regardé par-dessus la table, les sourcils froncés comme s'il n'avait pas bien entendu. Comment ça, tu n'étais pas sur la liste des invités? Tu as payé le mariage. Je sais. Tu as payé la salle, les fleurs, le traiteur, même ce fichu quatuor à cordes. Je sais. Il s'est penché en avant, la voix s'élevant. Malcolm, bon sang, qu'est-ce que tu fais assis là comme ça? Tu aurais dû faire un scandale. J'ai baissé les yeux vers mon café, regardant la vapeur tourbillonner comme la fumée d'un feu qui brûle lentement. Là n'est pas la question. Il a ricané, s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras. Alors, à quoi bon? Qu'il t'ait humilié? Que ta femme soit restée là et t'ait traité d'étranger en portant les perles que tu lui as achetées. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il y avait trop de bruit dans ma tête pour m'entendre penser, et encore moins répondre. Mais finalement, j'ai découvert la seule vérité qui comptait pour moi. Le fait est qu'ils ne m'ont pas vu, et j'en ai assez d'essayer de forcer qui que ce soit à le faire. Miles se tut alors, la mâchoire serrée, tandis qu'il assimilait ses mots. Il secoua la tête, marmonnant quelque chose que je ne compris pas, puis dit finalement, « Tu es un homme meilleur que moi. » J'aurais renversé toute la table. Je lui adressai un sourire triste. Peut-être. Ou peut-être que tu n'es tout simplement pas encore épuisé. La vérité, c'est que je ne suis pas parti de cette porte par faiblesse ou par abasourdi. Je suis parti parce que j'en avais fini. Il y a une différence. La faiblesse aurait signifié rester là, supplier qu'on me laisse entrer, plaider ma cause comme un homme jugé pour avoir trop aimé. Mais je n'étais pas jugé. J'étais déjà condamné, déjà effacé. Alors, j'ai choisi la dignité. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai fait un sac. Pas de sortie théâtrale. Pas de valise jetée dans les escaliers. Pas de cris, pas de porte qui claque.
Juste un sac de voyage en cuir, le même que j'avais utilisé pour notre lune de miel à Maui. Je l'ai rempli de l'essentiel, 2 chemises, un pantalon propre, mon carnet de croquis, la montre. J'ai pris mon passeport, pas parce que je n'avais pas encore d'endroit où aller, mais parce que j'aime l'idée d'avoir des options, de bouger, de peut-être enfin vivre pour moi. Cherise n'était pas à la maison. Elle était probablement encore à la Grand Oria, baignée par la lueur du dîner d'avant-mariage. Je l'imaginais en train de rire, de charmer les parents de Marcus, se mettant sous les projecteurs comme toujours. J'adorais ça chez elle, sa capacité à entrer dans une pièce et à se l'approprier sans effort. Mais au fil des ans, cette lumière a cessé de m'éclairer. Elle a commencé à me brûler. Avant de refermer le sac, j'ai fait un dernier tour dans la maison. Non pas par sentimentalité, mais parce que j'avais besoin de me libérer proprement. Je me suis arrêté devant l'ancienne chambre de Belle, celle que nous avions peinte en lavande pour ses 12 ans, car elle insistait sur le fait que le violet l'aidait à réfléchir. Ses trophées sont toujours alignés sur l'étagère au-dessus de son bureau. Gymnastique, équipe de débat, orthographe B. Pour la plupart, j'étais là pour l'avoir gagnée. Elle me souriait depuis la scène, comme si c'était moi qui la gardais là. Mais c'était il y a longtemps. Il y a 1 an, je n'avais même plus le droit d'entrer dans le bâtiment. Je me suis dirigé vers le couloir, mes doigts effleurant la photo encadrée de notre voyage familial à Charleston. Belle venait de terminer le lycée. Nous avions fait ce voyage au lieu de lui organiser une grande fête, car elle disait vouloir des souvenirs, pas du bruit. Je me souvenais de lui avoir tenu la main en longeant le port. De la façon dont elle appuyait sa tête sur mon épaule quand elle était fatiguée. Ce moment avait une signification particulière. Maintenant, j'avais l'impression que c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Arrivé devant la porte d'entrée, j'ai déposé la clé de la maison sur la table dans l'entrée. Non pas que j'en ai fini pour de bon, même si une partie de moi le soupçonnait, mais parce que je ne voulais pas trimballer les clés d'un endroit qui ne me semblait plus être chez moi. Un inconnu n'a pas besoin de clés. Un inconnu frappe et attend qu'on le laisse entrer. Mais je ne frappais plus. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé. Pas de destination, juste des kilomètres et des lampadaires. La ville s'étendait à perte de vue, indifférente à la douleur dans ma poitrine. Finalement, je me suis arrêté dans un petit motel en bord de route, un endroit agréable avec des panneaux clignotants et une moquette qui sentait la cigarette. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était calme. Et cette nuit-là, le calme était un luxe. Je me suis assis au bord du lit et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée des semaines plus tôt. Celle avec l'inscription « Charis, au cas où tu dépasserais les bornes ». Elle était censée être symbolique avant tout. Un filet de sécurité, un avertissement qu'elle n'aurait jamais à lire si elle n'avait pas franchi les limites. À l'intérieur, il y avait une simple feuille de papier. Pas de menace, pas de venin, juste une simple lettre. Tu as fait ton choix. Maintenant, je vais faire le mien. Je t'aimais. Je l'aimais. Mais je ne vivrai pas sans invitation dans une vie que j'ai contribué à construire. J'ai placé l'enveloppe dans le coffre-fort du motel, avec une clé USB contenant tous mes documents juridiques. Des choses dont j'espérais ne pas avoir besoin. Des changements de compte bancaire. Des modifications de fiducie. Des bombes à retardement transactionnel attendant un dernier déclic. On pense que le silence est synonyme de capitulation, mais parfois, le silence est un scalpel. Parfois, le son le plus puissant dans une pièce est celui qu'on n'a jamais besoin de prononcer. Miles m'a encore envoyé un SMS. Le lendemain matin. Juste une simple ligne. Tu crois toujours que ce n'est pas une question d'argent? Et j'ai répondu que ce n'était jamais une question d'argent, mais qu'il le sentirait quand même. 3 semaines avant le mariage, quelque chose en moi a commencé à changer. Ce n'était pas un coup de foudre. Ce n'était pas dramatique. C'était plus discret que ça. Un coup de coude dans les côtes, un tressaillement au ventre, un murmure subtil mais inébranlable. Ne te fie pas à ça. J'avais vu les signes. Mon nom disparaissant de la circulation. Les regards dédaigneux de Chers. L'éloignement soudain de Belle. Alors j'ai fait ce que fait tout homme qui se sent invité dans sa propre famille lorsque le sol se met à trembler sous ses pieds. J'ai anticipé le tremblement de terre. Tout a commencé avec les cartes de crédit. La plupart des dépenses du mariage ont été débitées sur une carte Platinum à mon nom. J'avais pris en charge la compte pour la salle, le traiteur, le forfait lune de miel prépayé en Toscane, la consultation florale,
parce que c'est ce que fait un père, non? Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Je croyais encore être le père. À l'époque, Belle m'appelait encore pour me demander quelle nuance d'or mettait le mieux en valeur le linge de table. Un après-midi, assis à mon bureau, le soleil perçant à travers les stores et les douces bandes de lumière, j'ai commencé à passer des appels. Pas pour annuler. Non, cela aurait été trop évident, trop facile à annuler. J'ai d'abord parlé au responsable du lieu, un homme raffiné nommé Jérôme, qui m'avait un jour félicité pour mon souci du détail. Je lui ai dit que je voulais mettre à jour les paramètres de paiement. Bloquer les frais finaux, pas une annulation, juste un retard. Une vérification comptable classique, ai-je dit. Jérôme n'a pas posé de questions. On le fait rarement quand on parle calmement et qu'on porte un costume, même un jour de congé. Ensuite, il y a eu le traiteur, puis la suite nuptiale, une villa avec vue sur l'océan et piscine à débordement privé, juste à l'extérieur de Florence. La réservation était toujours valable, mais j'ai placé une clause conditionnelle auprès de mon service de conciergerie. Une approbation finale était requise 72 heures avant l'arrivée. Sans confirmation, la réservation était annulée. Silencieux, sans accroc, sans artifice, juste gaboté. Puis j'ai appelé mon avocat, William Ansley. Vieil ami, lieu plus âgé. Nous étions allés à l'université ensemble et il avait regardé ma vie se dérouler dans des pièces calmes au fil des décennies. Il n'a pas demandé comment les choses étaient. Il a juste écouté. C'est ce qui le rendait dangereux. Il n'a jamais eu besoin d'une trame de fond pour voir la vérité. Je veux revisiter la confiance, dis-je. Pour Belle, il a demandé, oui, vous vivez enfin avec la clause d'éloignement. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Je le veux par écrit. Actif, pas théorique. Nous laisserons échapper un soupir. Pas de jugement, juste fatigué. Malcolm, une fois que vous avez franchi cette ligne, je suis déjà de l'autre côté. Il n'a pas discuté. Nous avons ajusté les griffes. À l'origine, il avait été enterré en petits caractères. Un coffre-fort de l'échec s'est construit pendant une parcelle particulièrement difficile avec Chérès lorsque j'essayais de protéger l'avenir financier de Belle, peu importe ce qui s'est passé entre nous. La clause était simple. Si Belle se séparait jamais officiellement les liens avec moi, que ce soit par affidavit juridique ou rejet démontrable, alors le calendrier de dispersion gèle indéfiniment. Elle ne perdrait pas tout. Je n'étais pas cruel. Mais la libération complète de sa confiance, le deuxième niveau destiné à l'investissement en capital ou à la compte éventuelle sur une maison, s'enfermerait comme un coffre-fort scellé. Et maintenant, c'était actif, pas par malveillance, par clarté. Il pensait que je ne faisais pas attention, que je continue de signer des chèques juste pour se sentir nécessaire. Ils ont oublié que j'étais un constructeur par le commerce et le tempérament. Et chaque constructeur sait quand la structure est compromise, vous n'attendez pas l'effondrement. Vous fortifiez. Vous sauvegardez ce qui compte. Le lendemain, j'ai visité la banque tranquillement. Pas de rendez-vous. Je me suis assis avec un directeur des banques privées, une femme aux yeux pointus nommée Serena, qui s'est souvenue de mon nom avant de le donner. Nous avons passé en revue les débits automobiles et les retraits de mariage, les factures que Charis avait fait passer. Un pour un bus de navette de luxe, un autre pour les serviettes en relief avec des monogrammes personnalisés, un troisième pour un harpiste qui était transporté par avion à partir de Napa. Tout sur la carte, le tout sous mon nom. J'ai fait passer Serena les alertes de l'email de Charis au mien de son numéro à ma ligne de sauvegarde. Je n'ai pas dit à Charis. Je n'avais pas besoin de laisser le spectacle continuer. Laisser les préparatifs se poursuivre parce que la scène, les lumières, la musique, tout a été construit sur des échafaudages. Je pourrais m'éloigner avec un robinet. Et j'avais réglé la minuterie. Une chaîne silencieuse de déclencheurs automatisés ajustés à travers le tableau de bord en ligne caché derrière une couche secondaire de code de passe. Rien de malveillant, juste assez pour les faire chercher. Juste assez pour leur montrer ce qui s'est passé lorsque l'homme qu'ils pensaient était un paillasson a décidé de prendre les planches avec lui. Je ne faisais pas ça pour me venger. Je le faisais parce qu'ils m'ont déjà dit qui j'étais pour eux. Facultatif. Si vous faites en sorte qu'un homme se sente comme un étranger dans son propre héritage, ne soyez pas surpris quand il commence à fermer des portes, vous n'avez jamais pensé qu'il avait des clés. J'ai encore réfléchi à la montre, celle destinée à Belle. Je ne l'avais pas touchée depuis des jours. Il était assis dans le tiroir maintenant, toujours niché dans sa boîte,
intact, non réclamé. J'avais l'intention de le lui donner après la cérémonie lorsque tout le monde sirotait du champagne et dansait sous des lustres. J'imagine que le glisser dans sa paume et le chuchotement, cela a attendu 3 générations pour vous appartenir. Mais comment transmettez-vous l'héritage à quelqu'un qui ne vous considère plus comme faisant partie de leur lignée? Une nuit, je me suis surpris en train de me tenir devant le miroir avec la montre à la main. J'ai regardé mon reflet, vraiment regardé, et je n'ai pas vu un homme qui était cassé. J'ai vu un homme qui avait finalement cessé. Ils ont décidé de ne pas dire leur mariage. Le quatuor stationné sous le lustre en cristal. J'imagine Marcus debout à l'autel, les mains jointes devant lui, nerveux et fier, et Chérès quelque part près de la première rangée, se précipitant dans l'attention comme la lumière du soleil. Je n'étais pas là. Non pas parce que je ne voulais pas l'être, mais parce qu'ils ont décidé que je ne devrais pas l'être. Et donc, je suis resté à l'écart, mais je n'ai pas disparu. J'avais passé la matinée à marcher le long du front de mer près de mon nouvel appartement, à boire un café dans une tasse en papier et à regarder les voiliers dériver à travers le lac comme s'ils savaient où ils allaient. À midi, j'étais de retour à mon bureau avec mon ordinateur portable ouvert, en regardant la séquence se dérouler exactement comme je l'avais programmé. Pas dramatique, pas destructeur, juste correctif. À 14h58, la société de restauration a envoyé sa première alerte. Le paiement complet était requis avant que le service puisse commencer. La transaction dans le dossier, ma carte, avait été interrompue. À 3h02, le Luxury Transport Service a signalé un retard. Leur facture est restée impayée. Charis, alors probablement dans son siège à la cérémonie, n'aurait pas remarqué les dominos en baisse. Pas encore. Ce n'est que lorsque le quatuor au 309 a envoyé un bref message apologétique au coordinateur de l'événement. Leur dernier solde n'avait pas été autorisé. Ils ne joueraient pas une seule note avant le cas. C'est la chose au sujet du contrôle. Les gens supposent que c'est bruyant, mais le véritable contrôle est silencieux. C'est dans les détails. C'est une connaissance des fils à tirer et à gagner. À 3h17, le directeur adjoint du lieu, un pauvre gars nommé Brian, qui n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, a approché Charis Middle. J'avais appelé le lieu la nuit précédente, confirmant la clause d'annulation. Sans mon mot de code, le solde restant ne serait pas traité. Jérôme, le manager, avait hésité. « Monsieur ROR, tu es sûr ?» Il avait complètement demandé, je répondais. Maintenant, Brian se tenait à côté de Charis, chuchotant à son oreille, son presse-papier tremblant légèrement. Je n'étais pas là pour le voir, mais je pouvais l'imaginer de façon vivante. J'ai joué la scène dans ma tête une douzaine de fois. La façon dont ses sourcils se viendraient, la façon dont ses lèvres se pressaient dans cette ligne serrée qui venait toujours avant d'exploser. Elle regardait vers le coordinateur, puis vers le quatuor, maintenant maladroitement en silence. Les invités vêtus de leur meilleur commenceraient à murmurer. En belle, je l'ai imaginé dans la suite nuptiale, seul devant le miroir, bouquet tremblant dans ses mains. Son voile épingla parfaitement, maquillage impeccable, prêt à marcher vers un homme qu'il aimait. Mais la musique n'avait pas commencé. Le silence n'était pas venu. Juste confusion, statique, retard. La cérémonie a calé. Je l'ai chronométré jusqu'à la seconde. Ne pas ruiner le mariage, jamais ça. Je ne voulais pas détruire sa journée. Je voulais juste laisser une empreinte digitale, un rappel silencieux que je n'étais pas jetable, que vous ne pouvez pas passer une vie à effacer un homme et à vous attendre à ce qu'il continue de financer l'effacement. Le téléphone sur mon bureau a bourdonné une fois, 2 fois, des numéros inconnus, puis le nom de Shereza, puis encore. Je l'ai fait taire, laissez-le sonner. Il a de nouveau bourdonné, cette fois une messagerie vocale. Je n'ai pas écouté. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tiroir à côté de moi et j'ai sorti la vieille photo de Belle et de moi quand elle avait 9 ans. Celui que j'avais donné à Charis dans l'enveloppe. La nuit où je suis parti, j'avais fait une copie juste pour moi. Elle portait sa robe de princesse rose, manquant une dent avant, les bras enroulés autour de mon cou comme si j'étais la seule chose qui la gardait ancrée au monde. Sur la photo, elle ressemblait à une fille qui me faisait confiance avec tout. Peut-être qu'elle avait une foi. Mais la confiance, comme le verre, ne se brise pas toujours dans une rupture. Parfois, il se fracture silencieusement jusqu'à ce qu'un jour, il ne tient plus rien. À 3h39, la suite de lune de miel en Toscanianique a été officiellement libérée. Le concierge a envoyé une confirmation, la réservation annulée en raison de la déchéance des paiements.
L'assistant nuptial, pauvre femme, annonçait probablement la nouvelle quelque part après la cérémonie, si la cérémonie se produisait. Pas de pain grillé au champagne, pas de sucré avec des fraises réfrigérées et des pétales de rose sur le lit, juste un écho creux de ce qui avait été prévu, construit sur l'hypothèse que je serais toujours là pour financer leur illusion. De retour au Grand History, j'ai imaginé que les parents de Marcus échangent des chuchotements turcs, vérifiant leur montre. Sa mère, sans aucun doute, regardait Charis avec une désapprobation à peine dissimulée. C'est parce que le silence, à droite, est le tonnerre. Ce n'est que juste après 16 heures que la poussée finale est venue. Je l'avais chronométré à un déclencheur distant, un message texte envoyé de ma ligne de sauvegarde à un serveur d'autoprocessement. Le protocole du fonds en fiducie activé. Pas le verrouillage complet, juste une notification envoyée au responsable des comptes et à mon avocat. Conditions d'éloignement détectées. Directive de gel initiée. C'était clinique, efficace, indubitable. C'était la partie que Charis n'avait pas prévue. Elle pensait que me couper socialement n'atteindrait pas les systèmes financiers. Mais j'ai construit cela il y a tranquillement des années. J'ai construit des garanties, pas par soupçon, mais par amour. Je voulais que Belle soit protégée du chaos qui se développe parfois entre les adultes. Je n'ai jamais imaginé que j'avais besoin de me protéger. Le silence dans mon appartement était si différent du bruit que j'imaginais en éruption à l'intérieur de la salle de bal Grand Story. C'était propre, calme. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai laissé la lumière du soleil tomber sur les planchers de bois franc. Pour la première fois depuis des mois, ma poitrine était légère. Quelque part dans ce chaos, Belle poserait finalement la question à laquelle personne ne voulait répondre. Où est papa? Pas Malcolm, pas Monsieur ORC, papa. Et peut-être, juste peut-être, quand la musique n'a pas joué et que les pédales ne sont pas tombées et que la douce et la Tuscaniani se sont dissoutes en vapeur, elle se souviendrait de qui avait toujours été là et qui l'avait toujours choisi. Pas par obligation. Non pas parce que c'était facile, mais parce qu'elle était à moi. Même si personne ne voulait l'admettre. Je n'ai pas fait ça pour lui faire du mal. Je l'ai fait pour lui rappeler. Et pour la première fois depuis l'enveloppe sans nom, je me suis senti entier. Je ne pense pas que Charis ait lu la lettre tout de suite. La connaissant, elle a probablement fourré l'enveloppe dans son pochette tout en faisant semblant de ne pas être secouée, collée sur ce sourire fragile et retourna à son siège comme si rien ne craquait en dessous d'elle. Mais j'avais regardé ce sourire trop d'années pour savoir ce que cela signifiait quand il a commencé à se contracter. Elle m'a toujours sous-estimé parce que je n'ai jamais élevé ma voix. Elle pensait que calme signifiait faible. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que le silence a des dents, et j'avais finalement mis le mien. C'était quelques heures plus tard quand elle a dû l'ouvrir. Peut-être que dans la voiture, peut-être à la maison dans le calme après que le chaos ait commencé à s'effondrer en totalité. La note n'était pas longue. Je l'avais écrit à la main, lent et délibéré. À l'arrière de cette vieille photo, celle de moi et Belle de son 9e anniversaire. Nous étions habillés au 9 juin à faire semblant après une balle de papa dans son école primaire. Elle portait un diadème. Je portais un smoking. Elle m'a regardé comme si j'avais suspendu les étoiles dans le ciel. Cette nuit-là, elle s'est endormie sur le siège arrière avec des paillettes dans ses cheveux et sa main toujours dans la mienne. J'ai regardé cette photo pendant longtemps avant de la retourner et j'ai écrit cet mot à l'encre qui ne maculerait jamais. Si les étrangers ne sont pas autorisés, aucun n'est le soutien. Je ne l'ai pas écrit par colère. Je l'ai écrit à partir de la vérité. C'était le prix qu'ils ont fixé. Le coup de me couper, de se tenir aux portes du mariage de ma fille et de me dire que je n'appartenais pas. Charis avait tracé cette ligne avec un sourire sur son visage. Belle, peut-être sans le savoir, l'avait traversée. La deuxième feuille de l'enveloppe était plus formelle. Une copie imprimée de la clause de confiance active. La section décrivait les conditions décrivant les conditions d'éloignement et les conséquences ultérieures. Je n'ai rien laissé ambigu. Au moment où ils ont décidé que je n'étais pas de la famille, la confiance se figeait. Pas en représailles. En reflétant ce qui avait déjà été précisé, je ne faisais plus partie de la fondation. C'était le message que je voulais qu'elle lise tandis que le traiteur a emballé intact ou désert tandis que le quatuor accorde à charger leurs étuis en silence tandis que le directeur du lieu a parcouru l'appel après l'appel essayant d'expliquer pourquoi les lumières étaient toujours allumées, mais la magie s'était abattue. De retour dans mon appartement, je me suis assis avec mon téléphone sur la table, crié face vers le bas, bourdonnant toutes les quelques minutes comme une mouche frappant contre une fenêtre fermée.
Je n'ai pas regardé les messages, non pas parce que j'étais dramatique, mais parce que je savais ce qu'ils diraient. Il y aurait de la panique, des accusations, peut-être même des excuses plongées. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Le moment de parler était passé. Ils avaient tenu la langue quand cela comptait. Je faisais de même. Mon dernier acte ce soir-là a été de tout fermer. J'ai ouvert mon application bancaire et révoqué l'accès au compte conjoint. J'ai fait une pause de toutes les transactions en automatique associées au mariage. J'ai même fermé la ligne que j'avais ouverte une fois pour les dépenses post-call de Belle. Un compte que j'avais financé mensuellement sans qu'elle le demande. Un doux filet de sécurité auquel elle n'a jamais eu à penser. C'était parti maintenant aussi. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que je ne pouvais pas protéger quelqu'un qui considérait ma présence comme facultative et mon absence est banale. Ensuite, j'ai complètement désactivé les notifications. Mon téléphone est allé immobile. Il y avait un étrange réconfort dans ce silence. Pas solitaire, pas même vide, juste silencieux d'une manière que je ne connaissais pas depuis des années. C'était le son de la liberté, de me choisir enfin après des décennies d'être le personnage de fond fiable de tout le monde. J'ai allumé une bougie, pas pour l'ambiance ou l'humeur, juste parce qu'elle sentait le cèdre et que la chambre se sente moins comme un nouvel appartement et plus comme une maison que j'avais choisie. J'ai versé un verre de scotch, le bon que j'avais sauvé pour une célébration dont je pensais faire partie. Et je me suis assis à la table de la cuisine, respirant lentement, laissant tout s'installer. Quelque part à travers la ville, ils parlaient tous, rassemblant ceux qui avaient mal tourné, pointant des doigts. Je pouvais le voir se jouer comme un drame de scène. Charisse demande des réponses. Belle confus, peut-être le cœur brisé. La famille de Marcus est raide et furieuse, se demandant dans quel type de chaos il s'était marié. Mais ce n'était pas le chaos. C'était la conséquence. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ça n'a pas bourdonné. Il a sonné. Un véritable appel de Marcus. J'ai regardé le nom pendant une minute avant de répondre à Malcolm. Sa voix était prudente, tendue. Pas en colère. Pas encore. Oui. Je voulais juste dire que je suis désolé. Je me penchai en arrière sur ma chaise, fixant le plafond. Pourquoi maintenant? Je ne savais pas, a-t-il dit. Je jure que je ne connaissais pas la confiance, sur la restauration, sur tout cela. Je pensais que tu allais être là. Je pensais qu'il s'arrêtait. Tu as mal pensé, dis-je tranquillement. Il y avait du silence de son côté. Puis lentement, Ben ne savait pas non plus. Je pense qu'elle commence à réaliser ce que Charisse a fait. Je n'ai rien dit. Il ne m'a pas demandé d'expliquer. Il n'a pas fait pression pour plus de détails. Peut-être qu'il savait mieux. Peut-être qu'il a vu ce que Belle n'avait pas encore. Ce qu'il a coûté pour couper un homme et s'attendre à ce qu'il continue de construire la maison. Elle veut te parler, a ajouté Marcus. Mais elle ne sait pas comment. J'ai pris une longue inspiration. Dites-lui que j'écoute. Quand elle est prête. Merci, il a dit doux et reconnaissant. J'ai terminé l'appel sans dire au revoir. Je n'étais pas impoli. Je ne voulais tout simplement pas prétendre que nous étions quelque chose que nous n'étions pas encore. J'ai apprécié qu'il ait tendu la main, qu'il avait essayé, mais essayer maintenant n'était pas la même chose que de se lever quand cela comptait. Pourtant, c'était plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai placé le téléphone en arrière et j'ai regardé autour de la pièce. La bougie vacillait toujours. Mon scotch était à moitié fini. Le silence me tenait toujours comme un manteau chaud dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme une réflexion après coup. Je me sentais comme un homme qui s'était souvenu de sa propre valeur. J'ai déménagé 2 jours après le mariage. Pas de drame, pas de cérémonie. Je n'ai pas laissé de notes sur le comptoir où je m'arrête pour un dernier aperçu de la vie que j'avais. J'avais déjà fait mon regard sur un mariage auquel je n'avais pas le droit d'y assister. Dans une famille qui sourit largement sans moi, à une femme qui m'a appelé un étranger et s'est assurée que j'en ressentais un. J'ai attendu jusqu'à la fin du matin. Charisse était partie tôt, probablement pour sauver les cendres de son grand événement. Je pouvais l'imaginer encerclant le lieu avec ce sourire fixe, essayant de minimiser le démêlage comme des hoquets inattendus. Elle le ferait tourner. Elle l'a toujours fait. J'ai pris ce qui était le mien, juste assez pour tenir dans mon SUV. Quelques costumes.
Ma tasse de café préférée, la Belle fabriquée en cours d'art quand elle avait 7 ans, déséquilibrée et vitrée en bleu inégal avec papa sculpté dans le côté comme si c'était une marque. Quelques photos encadrées qu'elle n'avait pas encore réussi à effacer. Mes livres, mes croquis. J'ai laissé le reste derrière. Les meubles, les plateaux, la vie organisée. Elle pourrait tout garder. Je ne voulais plus rien. C'était juste la coquille de quelque chose déjà creusé. L'appartement que j'avais trouvé n'était pas grand, mais c'était suffisant. Une chambre, une brique exposée, une vue sur l'eau si je me tenais sur le petit balcon et que je me penche juste à droite. C'était le premier espace que j'avais choisi entièrement pour moi depuis des décennies. Pas de compromis, pas de schéma de couleur neutre pour rendre les autres confortables. J'ai acheté un petit canapé dans Deep Navy, un bureau d'écriture et une noyer foncé, et une lampe de lecture avec une chaîne de piscine qui a cliqué avec le son le plus doux et le plus satisfaisant. J'ai déballé lentement, délibérément, non pas parce que je n'avais nulle part ailleurs, mais parce que chaque objet que j'ai placé était une déclaration, un souvenir que je gardais, une partie de moi que je récupérais. Pendant des années, j'avais vécu dans une maison où j'ai fait la pointe des conversations, avalé la déception et je me suis rendu plus petit pour le bien de la paix. Ici, je pouvais respirer plein. J'ai rouvert mon ancien carnet de croquis le premier soir, celui que je n'avais pas touché depuis avant l'engagement de Belle. Je n'ai pas dessiné le mariage. Je n'ai pas dessiné la salle de bal ni le moment où Charis m'a appelé un étranger. J'ai dessiné le lac, la courbe du rivage, un père et une fille se silhouettaient par le crépuscule, tenant des cannes à pêche. Pas de visage, juste une posture et une proximité. Je n'avais pas parlé à Belle depuis le chaos. Marcus avait rappelé, mais je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je n'étais plus en colère. Je n'attendais même pas. J'étais encore dans l'immobilité. J'apprenais était son propre genre de guérison. Le matin, j'ai marché. Je n'avais jamais remarqué à quel point le monde sentait à 7 heures du matin, la rosée de café, le soleil précoce réchauffant les trottoirs. J'ai commencé à saluer les gens. J'ai dépassé un vieil homme qui a marché son corgi en nœud papillon. Un barista nommé Lena qui a fait un cappuccino parfait et m'a appelé monsieur comme si j'étais la royauté. J'étais invisible de la meilleure façon. Aucune attente, pas de bord pour me ramollir. Le samedi, j'ai trouvé une classe de croquis le week-end au sous-sol d'un centre d'art communautaire. Surtout les retraités et les élèves du secondaire qui cherchent à construire leur portefeuille. Je n'ai pas beaucoup parlé. Je viens de dessiner le crayon sur du papier, la ligne après la ligne, un nouveau type de rythme, un que personne d'autre ne pouvait déranger. Miles s'est rendu une fois, apportant une bouteille de scotch et un regard de respect prudent. Il traversa lentement l'appartement, prenant les meubles clairsemés, l'esquisse encadrée sur le mur. « Ça va ?» il a demandé. « Mieux ?» j'ai dit. Il hocha la tête et c'était suffisant. Il est resté 1 heure. Nous avons parlé d'histoire de vieil collège, de rire de rien d'important. C'était comme être à nouveau humain, comme perdre un vieux costume et redécouvrir le poids de ma propre peau. Je n'ai pas arrêté les médias sociaux de Belle. Je n'ai demandé à personne comment le gâchis de lune de miel s'était résolu ou si les photos se sont bien passées malgré le quatuor manquant. S'ils ont posté des photos, je ne les ai pas vues. Je n'avais aucun intérêt à voir des sourires dont je ne faisais pas partie. Le silence de sa fin a été long et cohérent, et je ne l'ai pas interrompu. Elle avait mon numéro. Elle avait ma mémoire. Le reste était à elle. Un après-midi, j'ai marché près de la marina et j'ai vu une petite fille enseigner à son père comment sauter des rochers. Elle était frustrée quand la sienne s'est plongée au lieu de danser. « Ça va » dit le père, s'accroupissant à côté d'elle. Ce que Plop compte toujours. Cela m'a collé parce que j'avais plongé. Je suis tombé de leur récit. Une éclaboussure trop bruyante, trop gênante. Mais j'allais toujours. Je le savais maintenant. Je n'attendais pas que leur histoire change. Je roulais les miennes. Interrompu par une crise qui n'a pas eu lieu. Pas seul, j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais avant de commencer à mendier à voir. Je ne m'attendais pas à entendre à nouveau Belle. Pas vraiment. Des semaines s'étaient écoulées, peut-être 1 mois. J'ai arrêté de compter après que le 2e dimanche allait et venait sans un mot. Je ne la détestais pas. Cela aurait été plus facile à certains égards. La haine vous donne un endroit pour mettre la blessure. Mais ce que je ressentais était plus profond, vide.
C'était comme se tenir dans un couloir plein de portes fermées et se rendre compte qu'aucun d'entre eux n'allait ouvrir à nouveau pour vous. Je me suis dit qu'elle avait choisi son chemin, que je n'étais peut-être qu'un tremplin qu'elle avait dépassé. Certains jours, j'ai même réussi à le croire. Puis vint le message. C'était court, simple, pas d'excuses, pas de paragraphe, juste une question. Pouvons-nous parler? Je l'ai regardé pendant près de 5 minutes complètes. Non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que la question elle-même a pris plus de courage que ce à quoi je m'attendais. Et peut-être que cela signifiait quelque chose. Peut-être que cela signifiait qu'elle avait commencé à voir l'épave dans les coins de sa nouvelle vie. Peut-être qu'elle a finalement remarqué la chaise dans laquelle je m'assois. Plus ramassée lorsqu'elle a appelé le silence où il y avait des réponses. J'ai attendu 1 heure complète avant de répondre. Même café au bord du lac. Samedi, 10 heures, je n'ai pas demandé si elle serait seule. Je n'ai pas demandé de quoi elle voulait parler. Je n'ai pas promis que je venais à bras ouverts. Mais j'ai accepté de me rencontrer parce que malgré tout, elle était toujours ma fille. Pas par le sang. Pas même légalement, selon le papier que vous avez regardé. Mais de la manière qui comptait le plus. Je l'avais élevée. Je l'avais aimée. Et peut-être, juste peut-être, elle portait toujours un ruban de cet amour en elle aussi. Samedi matin, il est venu et vaincu. J'y suis arrivé 10 minutes plus tôt parce que c'est ce que vous faites quand quelque chose compte. Je portais un pull gris doux sous mon manteau. Pas le genre que je portais à l'église ou au dîner formel, mais le genre que vous portez lorsque vous voulez vous sentir comme vous. J'ai commandé du café et j'ai attendu à une table près de la fenêtre, celle avec la meilleure vue de l'eau. Je me suis toujours assis là quand elle était petite. Nous venions après ses cours de natation, ses cheveux encore humides, ses joues roses du chlore et des rires. Elle est entrée à 10h04 seule. Pas de maquillage, pas de manteau dramatique. Ses cheveux étaient attachés d'une manière qui me rappelait la fille pour laquelle je préparais des déjeuners. Elle m'a repéré rapidement et s'est approchée sans hésitation, bien que ses épaules étaient serrées avec des nerfs. Je ne me suis pas soutenu. J'ai juste levé les yeux et hoché la tête une fois. « Salut, papa » dit-elle doucement, se glissant sur le siège en face de moi. C'est ce mot papa qui m'a presque défait parce que pour toute la douleur, tout le silence, tous les choix qui m'avaient plus blessé qu'elle ne pouvait savoir, ce mot m'a toujours atteint. Je me sentais toujours comme quelque chose de vrai. Je n'étais pas sûr que tu viens, a-t-elle ajouté, les yeux vers le bas. Je n'étais pas sûr que vous demanderiez, répondis-je. Nous nous sommes assis dans ce souffle pendant un certain temps, le genre qui s'étend parce qu'il tient trop. Puis elle leva les yeux et j'ai vu les larmes qui brilleront déjà. Elle ne les a pas essuyées. Laissez-les tomber. Je ne savais pas ce que maman faisait. Elle a dit, je veux dire, je savais que quelque chose était éteint, mais je ne pensais pas qu'elle s'arrêtait. Je ne pensais pas que tu ne serais pas là. Vous n'avez pas remarqué que je n'étais pas invité. J'ai demandé doucement, pas une accusation, juste une vérité qui avait besoin de lumière. Elle secoua la tête. Je pensais que la liste était manipulée. Je lui ai demandé si tout était prêt. J'aurais dû. Sa voix se craquait. Je ne savais pas à quel point elle avait réécrit les choses. Je pensais que tu étais juste silencieuse. J'ai dit, mais pas par choix. Son visage s'est effondré. Pourquoi ne m'appelais-tu pas? Dites-moi ce qu'elle faisait. Saw you at the edge of everything and he didn't pull you back in, she whispered. No, he said you didn't. We sat with that. Let it settle between us. No one tried to deny it. That is how we knew we had a chance because this time there were no lies to cushion the landing. Finally, she reached into her bag and pulled something out. A velvet box. She slid it across the table toward me. He stared at it for a second before opening it. The watch. My père. J'avais voulu la donner avant que tout ne s'effondre. Je l'ai trouvée dans le tiroir, a-t-elle dit. Après le mariage, je savais ce que c'était. Je me suis souvenu de l'histoire. Je me suis souvenu que tu m'as dit que je l'obtiendrais quand j'ai fondé ma propre famille. Je n'ai pas parlé. Je l'ai juste regardé. Je suis désolé, papa, a-t-elle dit. Pour ne pas vous avoir vu, pour l'avoir laissé vous rendre invisible. J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai fermé la boîte et je l'ai repoussée doucement sur la table. Non, j'ai dit que ce n'était jamais le mien à garder. Je l'ai apporté pour toi.
Je veux toujours que tu l'avais. Non pas parce que j'oublie ce qui s'est passé, mais parce que je me souviens de tout ce qui a précédé. Elle se mordit la lèvre, des larmes glissant à nouveau. Et cette fois, elle n'a même pas essayé de les cacher. Je ne sais pas comment réparer ça, murmura-t-elle. Vous n'avez pas à le réparer, ai-je dit. Il faut juste le dire. Elle hocha la tête. Oui. Et je l'ai cru. Je ne suis pas rentré chez moi avec elle. Je n'ai pas accepté les dîners du dimanche ou les promesses d'un nouveau début. Certaines blessures prennent du temps. Mais quand j'ai quitté le café ce jour-là, je ne me sentais plus comme un fantôme. Je me sentais comme quelqu'un de réel, quelqu'un vu. Elle m'a serré à l'extérieur, les bras serrés, le visage pressé contre mon épaule, tout comme elle le faisait. Et en m'éloignant, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Je ne portais plus le poids seul. Elle en a ramassé son morceau, et peut-être que c'était suffisant.